Je suis Serge de Beketch du Libre Journal sur le Libre Journal de Serge de Beketch sur Radio Courtoisie. Amis de la survivance, bonsoir. Alors pourquoi j'ai fait cette présentation ? Parce que je regarde CNN en ce moment 24 heures sur 24. Et ils se présentent tous comme ça. I'm David Bloom et ils font leur baratin. Donc maintenant je présenterai comme ça. Je suis Serge de Beketch. Alors pourquoi amis de la survivance ? Parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, on peut dire que déjà le seul fait d'être survivant, c'est un exploit. Hein. Ça va très 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 mal. Non seulement il y a ce qui arrive, mais il y a ce qui pourrait arriver. Et quand on voit ce qui pourrait arriver, on est bien content qu'il n'arrive que ce qu'il arrive. Par exemple, on pourrait être atomisé, irradié, ça, c'est pire. Bactériologisé, chimiqué. Non, pitié. Alors, vraiment, si on voulait nous faire peur, on s'y prendrait pas. On n'est que pollué. On n'est que pollué et abruti en plus. Remarquez, il pourrait nous arriver pire, on pourrait devenir de gauche. Non, ça n'a pas de danger. Voilà. Ça me semble difficile. Plutôt mourir. Alors, vous avez entendu sauf naturellement le dernier qui a parlé, qui est à 8,50 m du micro, comme d'habitude. Je sais que vous aimez votre confort, mon cher Philippe, mais tant que vous n'aurez pas la bouche sur le micro... Pas de médisance, mon cher Serge. Donc, je disais, vous avez entendu les invités, vous avez entendu dans l'ordre Monsieur l'abbé Cellier. Bonsoir. Et l'ordre chronologique n'était pas l'ordre, comment dirais-je, l'ordre comment on dit, non, bien élevé, hiérarchique, voilà, même pas hiérarchique, du savoir-vivre. Voilà. Parce que vous avez entendu ensuite le petit Fersan qui ne peut pas se taire. Oh, le petit Fersan. Le petit Fersan, c'est vrai que ça lui voit de moins en moins bien. Et puis vous avez entendu Philippe Ploncard-Dassac. On ne dit pas bonsoir. Oui, bonsoir. Non, j'étais perdu dans mes pensées. Donc là, tout va très 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 mal. Alors, avant tout, je voudrais dire une chose quand même, parce que la semaine dernière, j'ai oublié de le faire, donc ça m'a valu quelques coups de fil excédés. Au cas où on aurait une auditrice toulousaine, je tiens à dire que je compatis naturellement, mais là c'est sérieux, à ce qui est arrivé aux Toulousains. Voilà. Donc à partir de maintenant, j'ai fait la prosternation obligatoire et je peux reprendre Je précise que notre chapelle a été atteinte, la chapelle de Toulouse a été atteinte et que... Écoutez, quelle idée d'aller construire une chapelle à proximité d'une usine d'explosifs. C'est la chapelle qui a reçu le corps de saint Thomas au moment où il est arrivé donc à Toulouse, dans les années 1400 quelque chose, 1300 quelque chose. Et petite anecdote qui peut peut-être intéresser, c'est que le prêtre desservant a téléphoné à l'évêché en disant voilà, nous n'avons pas plus de chapelle pour ces dimanches, puisque la chapelle était inaccessible pour plusieurs semaines dû aux réparations. Est-ce que vous pouvez nous prêter une église ? Et l'évêque a prêté une église pour la communauté traditionnelle. On peut quand même, pour une fois... saluer ce qui est bien, on salue si souvent ce qui est mal. Alors le début de la compromission, le début de la connivence. Je voudrais vous lire un texte que je viens de recevoir, une lettre que je viens de recevoir, parce que naturellement on nous annonce, François d'hier, moi je lis la presse de la veille maintenant. Je trouve que la presse du jour, c'est un peu déprimant. Quand on lit la presse de la veille, c'est plus gai parce qu'on voit toutes les bêtises qu'ils ont écrites. Et on se dit que finalement les choses vont pas si mal que ça. Alors, là, hier, à la une de François, guerre chimique, la grande peur, avec une photo d'un soldat muni d'un masque à gaz ultra sophistiqué. Bien sûr, ultra sophistiqué, c'est pas le masque à gaz du pecno moyen. Même pas sophistiqué. Non, il est rose. Ça veut dire à quel point il est ultra sophistiqué. Il est plus beau que celui qu'on avait. Ils nous refont le coup de la guerre du Golfe, c'est exactement la même imagerie. Mais c'est toujours la même chose, toujours l'histoire de gaz. Donc, il patrouille autour du WTC. Hein, qu'est-ce que c'est que ça, le VOR de trait de Santerre. Ah bah d'accord. Mais il ne faut pas confondre avec l'autre d'Apple. Le CCM, quoi. Alors, voilà, c'est ça. Et on nous explique que vraiment, on est à la merci d'une attaque au gaz, voire même chimique, voire même de la poussière. Voilà. C'est ça le plus dangereux quand même, c'est au prix où sont les femmes de ménage, ça devient très très risqué la poussière. Et donc il faut avoir des masques à gaz. Alors on nous montre des photos de New-Yorkais avec des masques à gaz, tout ça est extrêmement angoissant. Et alors je lis le message que j'ai reçu, pas plus tard que tout à l'heure, d'un auditeur lecteur fidèle, parce que vous savez que vous pouvez être aussi lecteur, j'en profite pour placer mon petit couplet. Le Libre Journal existe sur du papier, beau papier d'ailleurs, imprimé avec de la belle encre.
Alors cet auditeur-lecteur, dont je ne sais pas si je peux dire le nom, alors je m'abstiendrai, me dit la chose suivante. Aujourd'hui, mercredi 26 septembre 2001, je veux mener une enquête pour savoir si en France, nous pouvons trouver quelque part des masques à gaz, puisque j'ai appris par la presse que les revendeurs des dits masques à gaz sont en rupture de stock aux États-Unis. Là, je fais une parenthèse qui n'est pas dans la lettre. Il n'y a pas que le masque à gaz, les vendeurs de masques à gaz qui sont en rupture de stock. Aux États-Unis, il y a aussi les marchands de bannières, la bannière étoilée. Et alors, le plus joli gag de toute cette histoire, c'est que, comme ils sont en rupture de stock, ils ont fait appel à un fabricant étranger, en l'occurrence une usine chinoise. Donc les bannières étoilées que les Américains brandissent pour manifester leur patriotisme et leur volonté de se relever des ruines du World Trade Center sont fabriquées en Chine par des ouvriers qui sont obligés de travailler 24 heures sur 24, dimanche compris, parce que figurez-vous que le 1er octobre en Chine, c'est la fête nationale. Et qu'ils étaient en train de faire les drapeaux rouges pour la fête nationale. Et on leur a dit, on a une commande de bannière étoilée, il faut vite travailler beaucoup plus. Est-ce qu'on va gagner plus ? On verra plus tard. Donc les pauvres, comme c'est un régime socialiste, on les paiera pas plus, mais pour bosser, il y a ce qu'il faut. Donc voilà, alors quand vous verrez les Américains agiter des petits drapeaux à bannière étoilée, vous saurez qu'ils sont made in China. C'est drôle, aux petits Chinois. Voilà, pensons aux petits Chinois qui ont fait ça avec leurs petits doigts musclés. Donc je reviens à ça. Aujourd'hui, mercredi 26 septembre 2001, je veux mener une enquête pour savoir si en France, on peut trouver des masques à gaz quelque part. Je téléphone à l'état-major des pompiers de Paris. Porte Champéret, on peut donner le numéro de téléphone des pompiers de Paris, 01 47 54 68 18. Réponse, il faut appeler la préfecture de police. Ne souhaitant pas déranger la police tout de suite, je fais le numéro de la protection civile 01 45 86 05 55. Il faut appeler la préfecture de police. Je fais le numéro de la préfecture de police, le 01 53 71 32 38, ligne inaudible à cause de la friture. C'est normal chez les poulets. Longue attente, les poulets frits bien entendu, longue attente, parce que je voyais qu'il y a une grande incompréhension se peindre dans le beau regard bleu de Fersan, donc je traduis pour Fersan. Vous me suivez toujours ? Longue attente, puis la réponse tombe. Il faut appeler la Défense nationale. Je fais le numéro du ministère de la Défense nationale, boulevard Saint-Germain, 01 42 19 30 11. Pour se procurer des masques à gaz, on vous a dit que les gens doivent se renseigner à la préfecture ? J'insiste, c'est n'importe quoi, dit le planton. Au moins, il sait quelque chose. Je suis renseigné sur un point, nous dit ce lecteur-auditeur, nous sommes en pleine chienlit socialo-républicaine. Finalement, c'est un marchand de surplus de l'armée qui me livrera le fin mot de l'affaire. Ce matériel est interdit à la vente en France, matériel classé 2e catégorie. Je suis totalement rassuré. Voilà. Et cet auditeur ajoute, je tiens à votre disposition l'enregistrement complet des appels sur une cassette audio. Comme on disait en 1870, manque pas un bouton de guêtre. Donc je dis à mon camarade Ben Laden, c'est le moment ou jamais, hein. C'est le moment de gazer, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des masques à gaz. Donc, il ne faut surtout pas perdre de temps, camarades. Hein. Maintenant, il y a une autre solution, c'est l'épandage de produits divers, par exemple de souches bactériennes ou virales, par avion. Alors on nous dit, on ne peut pas survoler Paris. Il n'y a qu'à demander à Montaldo, il avait tellement bien survolé Paris qu'il avait jeté des tracts sur la fête de l'humanité. Donc vous remplacez les tracts par des éprouvettes contenant le bacille de la variole, comme plus personne n'est vacciné contre la variole, et comme de toute façon les vaccins servent à rien, on est bon. Ou alors il y a l'anthrax aussi, 10 minutes d'anthrax. C'est le temps à peu près que vous pouvez survivre quand vous attrapez l'anthrax. Et alors les Américains ont trouvé un truc. Par crainte d'une nouvelle attaque, l'aviation civile américaine a suspendu tous les vols de petits avions épandeurs d'engrais. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que les avions qui épandent de l'engrais, ils font ça dans les plaines du Middle West, à 2000 km de New York, et probablement à des centaines de kilomètres des grandes villes. Mais ça fait rien, on ne sait jamais, un avion, il suffit de se poser de temps en temps pour faire le plein, et on peut... Donc, on n'a plus le droit de survoler. Les États-Unis sont en train de retourner à grande vitesse à l'âge des pierres. Finalement, je trouve ça plutôt sympathique et rigolo. Si ça pouvait arriver en France, ça serait bien. Ça nous ferait moins de circulation. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Vous avez des commentaires à faire, non ? Non ?
Ça vous étonne même plus, quoi. Oh, vous savez, on est tellement blasé par tous les mensonges qu'on nous fait depuis des décennies que franchement, on a l'impression de déjà vu et déjà entendu. Tiens, je vais vous en raconter une autre. Je connais quelqu'un qui a une amende fiscale à payer. Non, pas une amende fiscale, une amende à payer au fisc. Alors, elle reçoit un avertissement, cette personne, du fisc, lui disant il faut payer. Alors, elle répond en disant écoutez, je veux bien payer, mais il se trouve que j'ai pas d'argent. Je n'ai plus de travail, je n'ai pas de logement, je n'ai pas de compte en banque, j'ai rien, voilà. Alors, elle reçoit la lettre suivante des impôts. Veuillez, pour me permettre de statuer sur votre demande de délai, veuillez me faire parvenir la photocopie du dernier avis d'imposition. Quand elle ne paye pas d'impôt, ça va être difficile. Le relevé d'identité bancaire ou postale. Alors qu'elle a dit dans sa lettre, cette personne, qu'elle n'avait ni compte bancaire, ni compte chèque postal. Les photocopies de toute justification relative aux ressources actuelles. Je pense qu'elle va photocopier un 0. Une photocopie du dernier titre de paiement des allocations qui vous ont été versées, elle n'a jamais touché d'allocation, et une photocopie de la notification de vos droits par la CEDIC. Comme elle n'a aucun droit à la CEDIC, elle n'a pas de photocopie. Donc comme ça, on a gagné du temps. Vous voyez. N'hésitez pas à vous adresser au service du Trésor si vous avez une question intelligente à poser. Alors je pense qu'ils attendent probablement une lettre timbrée à 3 francs administrativement, avec rien dedans. Rien, je pense que c'est ce que la personne va faire. Elle va leur envoyer une lettre en disant voici les photocopies que vous m'avez demandé, puis des photocopies blanches. Continuons à voir ce qui se passe dans l'actualité. On va parler de Toulouse quand même, parce que il y a plusieurs choses intéressantes à dire. D'abord sur le plan sémantique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque temps, quand un jeune des territoires occupés se faisait une vieille dame à la matraque ou voire au cutter dans un métro, on parlait d'incivilité. Maintenant, quand une usine d'engrais azoté explose, faisant 20 morts, des centaines de blessés et détruisant pratiquement une ville entière, on nous dit que ça pourrait bien être un acte de malveillance. Je voudrais savoir à partir de quel moment on va parler d'attentats et de crimes. Un crime, c'est très simple. C'est un supporter du Paris Saint-Germain qui bouscule un jeune supporter de l'Olympique de Marseille. Ça, c'est un crime. Bon, merci. Voilà, comme ça, je suis renseigné. Alors donc, à Toulouse, la malveillance écartée, la polémique enfle, nous dit François. Ça fait quand même 10 minutes après l'accident de Toulouse, on nous expliquait que c'était pas un attentat. Et depuis, on n'a pas arrêté, dans toutes les circonstances, de nous rappeler que c'était pas un attentat. Il y a eu une phrase formidable du procureur de la République de Toulouse qui a dit « c'est un accident à 99%. » Ça me rappelait ce que disait ma sainte mère quand on voyait des jeunes filles qui étaient dans une situation intéressante. Elle disait « celle-là, elle est un petit peu enceinte. » Donc, ça peut être un petit peu un attentat, ou beaucoup un attentat, à 99% un attentat. Le pourcent qui reste, c'est un accident. Voilà. L'accident, c'est que l'attentat a marché. La vérité, c'est que le procureur n'a pas dit ça, il a été beaucoup plus précis. Il a dit c'est à 90% un accident. Ce qui veut absolument rien dire de toute façon. Mais les journaux, les médias ont trouvé que 90% c'était quand même pas suffisant. Donc ils ont mis un 9 à la place du 0, et maintenant c'est à 99% un attentat. Le problème, c'est que tout le monde essaye d'expliquer un accident. Le problème, c'est que tout le monde essaye d'expliquer cet accident et que personne ne peut y arriver. Parce que il se trouve que le nitrate d'ammonium, c'est que non, le nitrate, c'est ça, le nitrate d'ammonium. Voilà, grosso modo, l'acide nitrique, quoi. Oui. Voilà, c'est un peu plus compliqué, mais peu importe. Il a besoin de certaines circonstances pour péter. Alors, on nous a expliqué que, notamment, il fallait du contact avec du fioul. Et que c'était probablement du contact avec du fioul qui était tombé d'un tractopelle. Comme le produit se trouvait dans un silo, je voudrais qu'on m'explique comment on peut faire entrer un tractopelle dans un silo. Je suis pas curieux, hein. Je suis pas technicien, mais ça m'intéresse. Je voudrais voir. C'est comme le suicide de l'homme avec 22 coups de couteau dans le dos. Oui, c'est horrible le suicide. Il y avait comme ça un dessin qui était paru dans la presse américaine il y a, je sais pas, 30 ans, où on voyait un hachoir à viande sur une table, et au bas du hachoir à viande, si j'ose dire, il y avait une énorme masse de viande hachée, et sortant du hachoir, il y avait un bras avec une main qui tenait la manivelle du hachoir. Ouais. Et le flic qui voyait ça disait « jamais vu un suicide aussi horrible ». Ben, c'est à peu près ça. Mais
En tout cas, cette histoire d'attentat ou d'accident, ce qui est très curieux, c'est que quand on lit la presse française, enfin ça c'est pas très curieux, ça on le sait, on n'apprend rien. C'est pas compliqué, rien. Tous disent exactement la même chose. Comme dit Brignot à propos de la télévision, c'est pas la peine de zapper. De toute façon, Brignot qui fait une rubrique qui tient une chronique de télévision dans le Libre Journal, je le signale à ses nombreux admirateurs qui ne sont pas encore abonnés au Libre Journal, 4 Place France Litz, 75 010. Paris. Abonnement 700 francs. Vous pouvez demander un numéro en envoyant 30 francs au timbre, éventuellement. C'est comme Victoria. Oh, mais s'il y a eu de la poussière dans le studio. On va passer un peu de musique. Eh ben me revoilà. Excusez cette interruption due à un incident indépendant de ma volonté. Donc je disais, dans la presse française, il n'y a absolument aucune information. Et c'est même pas la peine de zapper, c'est la même chose partout. Donc il faut lire la presse suisse. Et le matin de Lausanne, je crois, c'est ça, c'est de Lausanne le matin, nous apprend des choses tout à fait intéressantes. Notamment que quelques semaines avant la tragédie de Toulouse, des policiers de la DST et des RG s'étaient rendus sur le site, dans l'usine d'explosifs voisine d'AZF, et avaient fait une inspection en expliquant qu'ils avaient été prévenus par la CIA, la CIA si vous préférez, qu'il y avait un projet d'attentat contre ce site. Et ils avaient vérifié et ils avaient vu qu'effectivement il y avait un très gros risque d'attentat contre ce site d'usine d'explosifs. Et par conséquent, ils ont mis une surveillance spéciale sur ce site d'explosifs et c'est donc l'usine AZF qui a été touchée. Et d'après le matin de Lausanne, des cadres de l'usine d'explosifs disent que c'est probablement à cause des mesures de protection particulières qui avaient été prises que les gens qui ont fait l'attentat ont décidé ensuite de modifier leur cible et de frapper plutôt l'usine AZF que l'usine d'explosifs. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. J'en sais rien, je n'ai pas d'informations particulières, je lis simplement cet article dans le matin de Lausanne. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que moi qui suis un tout petit journaliste de rien du tout, je ne suis pas un journaliste d'ailleurs, un tout petit faiseur de journal de rien du tout, dans mon coin à Paris avec un téléphone et un internet, je sais quelque chose que pas un seul journal français n'a publié. Et comment voulez-vous faire confiance à des gens comme ça ? Faire confiance, c'est même pas le problème d'ailleurs. Comment voulez-vous leur attribuer, leur accorder le moindre crédit, la moindre seconde d'attention ? Cette presse française, c'est véritablement la honte. C'est scandaleux la façon dont ces gens travaillent. Ce sont des larbins, mais en plus des larbins incapables, parce que tant qu'à mentir, autant le faire d'une façon intelligente. Ils auraient pu citer la Suisse, et puis en disant c'est vraiment des abrutis, ils connaissent rien, ils comprennent rien, ils savent pas que, etc. Non, pas du tout. On préfère cacher. Il y a un site sur internet qui s'appelle sosracaille.org qui a publié ce qu'il présente comme un témoignage anonyme d'un policier toulousain qui dit bien sûr c'est un attentat. Il n'y a absolument aucune preuve, il n'y a pas la moindre possibilité de remonter à la source. Il y a même 2 ou 3 bêtises qui sont dites dans cette interview, prétendue interview, qui laissent supposer que c'est peut-être pas exactement conforme à la vérité, etc. Mais n'empêche que le site a été bloqué immédiatement, le site internet a été bloqué immédiatement. Quel est le crétin qui a pris cette décision ? Quel est le fonctionnaire abruti qui a décidé, faut pas toujours quand même, faut pas exagérer, qui a décidé de bloquer un site, ce qui naturellement a attiré l'attention de tout le monde. Les gens se sont renseignés, et maintenant, alors qu'ils n'auraient probablement même pas fait attention à ce qui était dit, maintenant ils le savent. Et ils se disent, c'est probablement vrai, puisqu'on a bloqué le site. Alors que si ça se trouve, c'est pas vrai du tout. Je suis vraiment effrayé de voir à quel point on est maintenant dans un système de... C'est même pas d'ailleurs Big Brother, parce que Big Brother, il y avait une espèce de méfiance qui rendait... méfiance vis-à-vis du peuple ou vis-à-vis des esprits libres qui rendait la machine astucieuse. Tandis que là, c'est visiblement abandonné à des abrutis complets.
quand vous avez une histoire comme ça, ou comme l'histoire du masque à gaz, les bras vous en tombent des mains, comme disait ma grand-mère. Des messages, ma bonne Victoria? Quelques-uns. Il ne faut pas avoir peur de la guerre. Nous sommes protégés par Chirac et Jospin, qui ont supprimé le service militaire il y a quelques mois en nous disant qu'il n'y avait plus aucune guerre à craindre. Alors, quel avantage, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas de militaire, on ne peut pas nous faire la guerre, on peut juste nous envahir. De toute façon, il n'y a aucun risque. La route du fer est coupée et on est protégé par la ligne Maginot. Alors je vois pas ce qu'on a. Bon, ça va. Pas de crainte à avoir. Il ne se passera rien, ni ce soir, ni demain, pour cause de Yom Kippour. Oui, enfin ça, alors là, moi je marche pas trop parce que si ma mémoire est bonne, il y a une certaine guerre du Yom Kippour qui a fait quand même un certain bruit. Donc là, je crois que c'est un peu... Une belle provocation encore. Se rassurer à bon compte. Et si c'était une roquette perdue de Béziers qui avait atteint le silo de Toulouse? C'est exactement ce que pensent certains enquêteurs. C'est exactement ce qu'ils pensent. Et au point d'ailleurs que quelqu'un s'est cru obligé d'écrire dans je ne sais quel journal que faut quand même pas exagérer, les roquettes ne courent pas les caves. Non, elles sortent plutôt des caves pour courir en l'air, mais les lance-roquettes ne courent pas les caves. C'est probable effectivement qu'elles ne courent pas beaucoup dans les caves, mais à l'extérieur, ça circule quand même pas mal. Je voudrais pas faire de peine à ce confrère, mais il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on a quand même arrêté un sujet ivoirien qui se baladait avec une paire de lance-roquettes dans le coffre de sa voiture. Quelques semaines avant, on a abattu un franco-algérien. Tiens, vous avez remarqué, pendant des années, on n'avait absolument plus entendu ce mot-là. Personne ne savait ce que c'était qu'un franco-maghrébin ou un franco-algérien. Depuis les attentats de Manhattan, on nous resserre du franco-algérien. C'est pour nous dire, c'est pas vraiment des Français quand même ceux qui font ça. Ceux qui sont dans les banlieues et tout, ils sont français à 100%, mais ceux qui sont en Angleterre, en Amérique, alors il faudrait dire aux franco-algériens, aux franco-maghrébins, ne partez pas à l'étranger parce que vous perdez la moitié de votre qualité de français quand même du même coup. Alors, il faut être prudent là, il faut pas trop voyager. En tout cas, ne partez pas dans les pays arabes. Ça, parce que alors là, c'est fini. Après, si vous avez le malheur d'aller à l'université du Caire, vous êtes bon en rentrant, vous allez directement à la DST sans passer par la case départ. 2 jeunes bisontins viennent d'être arrêtés pour insulte à policiers, sale français, et incitation au terrorisme. Vous subirez le même sort que les Américains. La presse, en l'occurrence l'Alsace, n'a pas donné l'identité des 2 jeunes. Ces derniers ont dit avoir agi de la sorte, mais non, simplement parce qu'ils étaient bourrés. Oui, c'est comme le gars qui a foutu le feu à l'église Sainte-Bernadette de Limoges. Et là, il vient de se passer quelque chose de très intéressant à Clermont-Ferrand. Un jeune, donc je cite le journal, le quotidien La Montagne, un jeune Algérien avait cassé dans un supermarché 7 bouteilles de champagne. Le vigile l'interpelle et donc le remet à la police. Lors de son arrestation, le jeune en question hurle. Outre les insultes raciales traditionnelles, vive Ben Laden, je souhaite que des avions s'écrasent sur la France. La procureure l'a inculpé pour incitation à la haine raciale, appel au meurtre, apologie du terrorisme et l'a condamné à 6 mois de prison ferme. Ça ne s'était jamais vu dans les annales de la justice française. Ça chauffe. D'autres messages? Le préfet de Toulouse aurait dit: heureusement, ce n'est pas un attentat. Je trouve cela un peu inconvenant, car attentat ou non, il y a des victimes. Pouvez-vous redonner, en épelant, l'adresse du site SOS Racaille? SOS Trait-d'Union, Racaille, RACAI2LE, .org, tout en minuscule. Voilà, très bien, je le répéterai. Le 28 juillet 1947, un cargo norvégien a explosé en rade de Brest avec un chargement de nitrate d'ammonium, faisant de nombreuses victimes. À l'époque, le Brestois avait aussi parlé d'attentats, guerre froide, départ des communistes, etc. etc. C'est tout. Pour le moment.
Enfin, en matière d'inconvenance, puisqu'on parle de l'inconvenance du préfet de Haute-Garonne, en matière d'inconvenance, il fera jamais aussi fort que l'ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui, lorsqu'il a pris l'attentat contre les World Trade Center, a quand même déclaré c'est une excellente nouvelle. Oui, ça c'est vrai, mais il s'était sous-entendu, c'est une excellente nouvelle pour notre position, bien sûr. À qui profite le crime. Ah oui, ça, on ne peut pas lui en vouloir, au moins lui c'est un nationaliste. Alors, des bombes chimiques à retardement partout en France, nous dit aussi la presse, c'est toujours pareil, il faut avoir peur. Il y a autre chose qui m'intéresse beaucoup dans l'actualité, c'est on voit apparaître, en dehors du franco-algérien, on voit apparaître 2 nouveautés. Et en dehors de la malveillance, bien entendu. Il y a malveillance franco-algérien, il y a 2 autres nouveautés qui étaient un peu latentes, mais une qui est vraiment, alors là en flèche en ce moment, c'est la cérémonie œcuménique. Écuménique. Alors on dit œcuménique. Mais œcuménique. On dit un fœtus, on dit l'œsophage. Je vous dis qu'ils disent œcuménique. Mais oui, il m'énerve. Bon, d'accord, mais... Alors, comme il m'énerve, je crie. Après vous, puisque vous êtes là. Alors, c'est la cérémonie œcuménique. On l'entend toute la journée et on n'entend que ça. Alors, ça n'a évidemment aucun sens parce qu'une cérémonie, à la rigueur, peut réunir des catholiques et des orthodoxes. Et encore, les orthodoxes n'y tiennent pas. Avec des protestants, probablement pas. Avec des musulmans et des israélites, ça n'existe pas. Et puis, il y a les cellules de soutien psychologique. Ah oui, ça, c'est la grande tarte à la crème. Alors, ça remplace les confesseurs. Oui. Maintenant, la cellule de soutien psychologique, vous faites bousculer dans le métro, hop, cellule de soutien. Bon, disons qu'il peut y avoir des réalités. C'est vrai que quand on a subi un gros traumatisme psychologique, il peut y avoir une nécessité. Mais fondamentalement, les gens ne veulent pas voir que la vie est tragique, que nous sommes mortels et que notre vie ne durera pas toujours. Et que dès qu'on se fait marcher sur le pied, c'est un drame, quoi. Et bon, encore une fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des traumatismes très graves qui peuvent choquer profondément. Mais au fond, il y a quand même cette peur de la mort parce que la société moderne veut la gommer alors qu'elle fait partie de notre existence. Mais moi, la question que je me pose, c'est qui sert de cellules de soutien psychologique aux gens des cellules de soutien psychologique? Ah, ça c'est... Parce que eux, ils voient passer des gens qui pleurent toute la journée, donc le soir, ils doivent être un petit peu abattus. Voilà. Non, mais par exemple, il est vrai qu'on mette soutien psychologique ou psychologique, par exemple, pour les sauveteurs qui sont en train de déblayer et de relever des morts toute la journée, ça peut être relativement logique parce que c'est un travail extrêmement pénible et extrêmement perturbant. Mais pour la personne parce que maintenant, il y a des gens qui ont vu à la télévision les attentats vont devoir être soutenus psychologiquement, donc on n'en sort plus, quoi. Oui. L'association du mot cellule et du mot psychologique, ça me fait un petit peu froid dans le dos, ça me fait un peu trop penser à l'URSS, cette affaire-là. On pourrait aisément remplacer la cellule de soutien psychologique par une camisole de force. Non, mais il faut qu'ils occupent les antennes, ils amusent le public, ils donnent l'impression qu'ils font quelque chose, et tout ça, c'est de la frime. La démocratie ne fonctionne qu'avec de la frime. Voilà, bon, c'est assez vérifié depuis quelques jours, c'est évident. Alors, puisque vous avez pris la parole, Philippe Plancard-Dastrec, je vais vous la laisser. Que voulez-vous que je vous dise ? Je voudrais que vous me donniez le point de vue nationaliste sur la situation présente en France. L'étranger, on va oublier un petit peu, mais comment analysez-vous la situation aujourd'hui et comment voyez-vous des solutions pour, sinon s'en sortir, parce que ça, j'y crois pas trop pour l'instant, mais y faire face ? Bon, je crois qu'on ne peut pas parler de la situation française si on ne parle pas aussi un peu tout de même du contexte international. Parce qu'il est certain que les derniers événements qui sont arrivés, est-ce que réellement les Américains n'étaient pas au courant, pas plus que les services israéliens, de ce qui se tramait ? Peut-être, bien que vous avez vu que tout le monde a fait plus ou moins allusion au précédent de Pearl Harbor. Or, on sait très bien que Pearl Harbor a été une immense provocation du président Roosevelt qui n'attendait que ça pour pousser les Américains à la déclaration de la guerre. Bon. À ce propos, je voudrais faire une parenthèse, c'est qu'il y a une chose très curieuse qui s'est passée, c'est Michel Blanza qui m'a fait remarquer ça. Au mois de juin, il y a eu un article dans Le Monde diplomatique qui parlait à la fois de Pearl Harbor et de Ben Laden.
Tiens. Cet article a été écrit par un spécialiste du renseignement américain qui s'appelle Philippe Golub, qui est un remarquable journaliste et qui connaît très 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 bien ces questions-là. Moi, j'ai du mal à penser que c'est simplement du hasard. D'autre part, à la même époque, dans Spectacle du Monde, il y a eu un éditorial de François d'Orcival, enfin pas un éditorial, un article de François d'Orcival, liant directement la sortie du film Pearl Harbor avec la requête présentée par Bush au Congrès de financer le bouclier antimissile. Et en disant, Bush utilise le précédent Pearl Harbor pour expliquer qu'il a besoin d'un bouclier antimissile. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Spectacle du Monde, et donc puisque c'est le groupe Valmont, parlons de son petit frère, Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, fin juin 1990, avait consacré donc un mois avant l'invasion du Koweït par l'Irak, un très grand article sur l'Irak où il présentait Saddam Hussein comme un véritable danger et dans lequel il était précisé que Saddam Hussein allait s'attaquer très prochainement au Koweït. Ça, c'était pas un secret à l'époque. Oui, enfin, c'était très bien documenté. C'était un article d'ailleurs d'une des plumes les plus connues de Valeurs Actuelles, Monsieur Michel Gurfinkel. Bon, ils sont très bien informés en général. Pour en revenir à cette histoire-là, qui évidemment nous touche par ricochet, c'est que soit ils sont réellement de bonne foi, ayant été réellement surpris, soit c'est un énorme montage pour provoquer une fois de plus l'indignation non seulement du peuple américain, mais du monde entier, de façon à forcer tout le monde une nouvelle fois à se battre pour eux. Mais à l'occasion de cette affaire-là, on voit très bien ce qui risque de se dessiner. D'abord, éventuellement, la prise en main de l'Afghanistan, qui leur servirait à évacuer le pétrole des républiques ex-soviétiques du Caucase. Et d'ailleurs, on peut se demander si la guerre que les Américains avaient suscitée avec les talibans, dont Ben Laden à l'époque contre la Russie soviétique, n'avait pas déjà pour but d'accéder à ces richesses pétrolières. Donc on voit déjà d'une part un axe d'action sur l'Afghanistan en vue de récupérer des richesses pétrolières supplémentaires. Et on note aussi une déclaration de Donald Rumsfeld, qui est le sous-secrétaire d'État à la défense américain, disant que l'Afghanistan ne serait pas le seul pays terroriste à être visé. Alors qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Eh bien, on peut penser évidemment immédiatement au Moyen-Orient. Et alors cela veut dire, bien entendu, guerre du Golfe bis et probablement la puissance 1000. Ce qui veut dire, en définitive et en résumé, que les Américains, à la suite de cet attentat ou de cette provocation, escomptent, je ne dis pas qu'ils vont réussir, mais escomptent pouvoir mettre la main sur toutes les richesses pétrolières du monde. Et faire tenir tôt. Et alors, il y a un article de Blanza dans le Libre Journal qui dit exactement ça. Et je crois qu'il suffit d'un petit peu de bon sens, on n'est pas nécessairement des génies, il suffit d'être moyennement intelligent, observateur et libre. Or, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le problème du terrorisme palestinien dont les Israéliens n'arrivent pas à se défaire, malgré la méthode Sharon. Et je voudrais rappeler une déclaration de Sharon qui remonte à 1982, où cette personne, je n'injurerai jamais personne, moi, contrairement à certains sur ces ondes, vous voyez ce que je veux dire, Sharon disant que si la sécurité d'Israël pouvait être en cause, il n'hésiterait pas à déclencher une troisième guerre mondiale. Alors, on voit quand, justement, vous citiez tout à l'heure cet Israélien, Netanyahou, non ? Qui disait qu'il applaudissait à l'attentat qui avait eu lieu, c'est qu'il voyait... Il a dit que c'était pas excellent. Excellent. Il a dit c'est une bonne... Oui, mais attendez, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Il n'a pas dit ça... Il n'a pas été contre, j'imagine, enfin, j'en sais rien. En plus, il est américain. Énorme, ce qu'il a dit. Oui, ce qu'il veut dire, c'est qu'évidemment, ça sert. Ce qui est plus intéressant, je ne pense pas qu'il soit réjoui de la mort de compatriotes. Dans son optique, c'était ça arrange drôlement les affaires d'Israël. Ça arrange bien les affaires d'Israël. Voilà. C'est lui qui le dit. Moi, il y a d'ailleurs une déclaration d'Ehud Barak dans une interview au Monde tout récemment, disant que dorénavant, le Monde serait moins regardant sur les méthodes utilisées par Israël contre les terroristes palestiniens. Alors, revenons à la France maintenant. Il est évident que nous sommes sous le coup de toute cette campagne médiatique
internationale, relayée par ces médias français dont vous dites ce dont nous sommes tous d'accord, c'est-à-dire c'est la voix de leur maître, qu'il n'y a plus d'indépendance d'opinion en France, et que donc le peuple français est soumis à une intoxication permanente. Et pas simplement de bactériologie qu'on nous annonce, etc. Alors que faire dans une situation pareille pour nous, nationalistes, qui essayons de défendre nos intérêts nationaux ? Il est évident qu'on se bat avec de tout petits moyens face à une information mondialisée, et je crois que la première chose que nous pouvons tous faire, déjà dans notre petit rayon d'action familial, professionnel, dans les commerces où nous sommes habitués et obligés d'aller, c'est d'essayer de faire douter nos compatriotes de l'information qu'ils reçoivent. Essayer de leur démontrer que derrière l'information, d'une part, il y a une autre réalité et que cette réalité dépend en général d'intérêts qui n'ont strictement rien à voir avec nos intérêts nationaux, et pas simplement nous, mais des autres intérêts nationaux des autres pays, notamment d'Europe. Je crois que tant que l'on n'aura pas réussi à ce que les Français se détachent de ce que l'on cherche à leur donner comme credo quotidien par leurs petites images télévisuelles ou leur cerveau de papier, on pourra, dans nos milieux, continuer à dire des choses très sensées, mais ça ne passera pas à un certain niveau. Il faut donc apprendre ce que j'appelle ainsi à douter. Il faut apprendre à nos compatriotes à douter de l'information, et à partir de là, essayer de leur démontrer tout ce qui se cache derrière toutes ces manipulations. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. C'est comment est-ce que le complot maçonnique s'est développé à la fin du XVIIIe siècle ? Ils ont commencé par infiltrer les hautes sphères de la société, les pouvoirs décisionnels de l'époque, à publier énormément de petites brochures, de petits livres qui étaient commercialisés, en tout cas imprimés en Belgique, en Hollande, et qui étaient passés par des colporteurs, distribués plus ou moins gratuitement. Ils avaient même une tactique extraordinaire. C'était l'histoire des deux compères, qui allaient de café en réunion publique. Vous la connaissez, hein ? L'un faisant semblant de défendre la religion et la monarchie, avec des arguments bêtes, et l'autre enflammé, présentant évidemment les idées nouvelles sous l'aspect le plus généreux. Et le compère qui défendait la religion et la monarchie, au bout d'un certain temps, disait à son compère devant l'assistance « Ah, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Oui, vous avez raison. » Et les compères s'en allaient, ils allaient continuer ailleurs. Donc c'est toute une technique d'information et soit d'intoxication dans un certain sens, soit de désintoxication dans un autre sens, qu'il faut entreprendre. Et ce n'est pas en restant à se contempler le nombril en se disant « nous avons raison » que l'on y arrivera. Il faut aller vers les gens, même si au départ ces gens ne pensent pas comme nous. Après tout, si on a une langue et une parole, c'est pour transmettre. Mais c'est pas toujours très 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 facile. Hein. Je sais. C'est chez nous particulièrement, enfin dans les milieux de la droite nationale ou de la droite en général, où il y a une espèce de révérence pour le chef. Il y a le fameux argument d'autorité qui est présent tout le temps, et puis les convenances. Je vois il y a un message là, par exemple, un auditeur dit la semaine dernière, Beketch a dit que les Bouddhas de je ne sais où, d'Afghanistan, ils s'en tapaient le coquillard. Elle dit, quelle est la phrase exacte ? Ça peut nous nuire. Ça peut nous nuire. Est-ce qu'il ne va pas rectifier ? Est-ce qu'il ne va pas rectifier ? Alors, c'est exactement le genre de... C'est un cas tout à fait subalterne, mais c'est exactement le genre de comportement que je voudrais arriver à faire disparaître. Enfin, contre lequel moi je m'élève. C'est que, d'abord, on a le droit d'avoir une opinion. Et puis on a le droit de ne pas sacrifier systématiquement aux prosternations obligatoires. Je répète que il n'y a pas 1000 Français qui les ont vus, ces Bouddhas d'Afghanistan.
Si les talibans n'avaient pas décidé de les foutre en l'air, on n'en aurait jamais entendu parler. Donc, il faut arrêter de me présenter la chose comme une catastrophe artistique formidable. Serge, on pourrait aussi rappeler les hauts faits glorieux patriotes des révolutionnaires, bien sûr, décapitant les statues, démolissant les monuments, etc. Ça, c'est typique. Alors, d'une part, d'un seul coup, on en parle. D'un seul coup, la presse nous dit « Ah là 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 là, les Bouddhas d'Afghanistan vont être démolis par les talibans. » Ça devient tous bouddhistes. Ça fait des années et des années que les talibans tuent des femmes, des enfants, des hommes, qui torturent, qui massacrent. Tout le monde s'en fout. Personne n'en a parlé. Mais alors, d'un seul coup, les Bouddhas, les Bouddhas, va savoir pourquoi, ça devient le grand truc. Et alors, tout le monde dit « les Bouddhas, il faut toucher les Bouddhas, quelle horreur. » Puis c'est des œuvres d'art magnifiques. Personne ne les a jamais vus, ces Bouddhas. On a vu des photos prises de 27 km. C'est des gros machins qui font 30 mètres de haut. Mais personne ne les a vus. Moi, ce que j'appelle une œuvre d'art, une œuvre artistique, c'est une cathédrale. Mais les Bouddhas, je répète que je m'en fous. Alors, ça, c'est la première chose. J'ai quand même le droit de m'en foutre. Alors, deuxièmement, est-ce que j'ai le droit de le dire ou pas ? Il semblerait que non. Pourquoi j'ai pas le droit de le dire ? Parce que ça va nous nuire. Mais voulez-vous me dire, cher monsieur, auprès de qui cela va nous nuire ? Des adorateurs de Bouddha ? Je m'en fous. Des adorateurs des statues de Bouddha ? Je m'en fous encore plus. Donc je m'en fous que ça nuise auprès de ces gens-là, auprès des gens de bon sens, de bon caractère, c'est-à-dire des gens qui ont du caractère et qui ont de la sincérité, ça ne peut pas nuire puisque c'est la vérité. Et c'est la vérité pour tout le monde. Ne venez pas me raconter que vous avez versé sincèrement une larme pour les Bouddhas d'Afghanistan. Entre parenthèses, sujet des... ça est grotesque. Il faut arrêter de se lamenter sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Parce que je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, pourquoi alors ne pas s'être lamenté sur la statue du Mandarum ? Alors on me dit mais c'est pas pareil. Mais attendez, comme a dit un jour un auditeur qui doit écouter Radio Courtoisie, j'imagine, parce que j'avais déjà dit ça, et qu'il a répété je crois sur RTL ou Europe, ou Radio Monte Carlo, mais la fille lui dit mais c'est pas la même chose. Il dit mais attendez, la différence c'est 1000 ans. Attendez 1000 ans. Dans 1000 ans, la statue du Mandarum, ça sera probablement un chef-d'œuvre inoubliable, un impérissable signe de la créativité artistique des hommes du XXIe siècle. Et au sujet donc, de cette statue, il y a justement la réflexion, on en revient au Bouddha, la réflexion, alors est-ce que c'était un fidèle de la secte ou est-ce que c'était un habitant du village ? Ça n'a pas été précisé. Quand il a vu donc les démineurs faire sauter la statue, il a eu cette phrase à méditer et dire que ce sont ces gens-là qui déplorent la destruction des Bouddhas par les talibans. Bon. Je prendrai un autre exemple. On a vu pendant quelque temps une campagne sur les femmes voilées d'Afghanistan. Moi, personnellement, je ne suis pas pour le voilage des femmes. Encore qu'il y en a certaines, je n'aurais rien contre. Madame Aubry, par exemple, je trouve que ça gênerait absolument personne si elle sortait voilée. Mais c'est mon goût personnel, j'ai le droit de le dire. Bon. Mais... si vous passez devant les grands palaces parisiens, tous les jours, j'ai encore vu ça il y a 2 jours, une femme arabe avec son mari, tout aussi arabe, sortant d'une voiture pas arabe, mais longue et rutilante. Le monsieur était habillé en blanc, magnifique, une magnifique, je ne sais pas comment on appelle ça, blanche en soie, etc., avec un beau petit chapeau en forme de... Et madame était masquée totalement, avec la grille, etc. Alors, en bonne logique, je suis sûr que le clé d'or de l'hôtel, dont je ne citerai pas le nom, parce que je ne voudrais pas faire de peine à un ancien monarque anglais qui recevait cette personne-là, doit se lamenter sincèrement, mais avec beaucoup, beaucoup de sincérité, sur l'horreur du sort des femmes afghanes. Et il doit se dire, si je pouvais faire quelque chose pour les femmes afghanes, je le ferais. Pas vrai, Bobonne, dit-il en mangeant sa soupe le soir. Mais quand il est derrière son comptoir, qui voit arriver le cheikh Abderrahman Boulboul, qui lui dit « Je viens avec mes 17 femmes voilées, on va prendre 2 étages de l'hôtel », il lui dit pas « Cher monsieur, sortez de mon établissement, vous reviendrez quand vous aurez foutu vos femmes en mini-jupe ». Surtout quand il y a la clé 1000 ou 2000 balles de pourboire. Voilà. Il reçoit monsieur Abderrahman Boulboul et lui dit « Je suis bien content de vous voir, votre majesté, et si vos majestés conjugales veulent bien suivre le portier, on va les conduire à leur chambre. » Donc il faut arrêter de nous raconter des salades. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Point à la ligne. C'est de l'hypocrisie. Ça ne correspond simplement qu'à des prosternations devant des réflexes obligatoires. On doit être pour ça, on doit être contre ça, on doit être attristé par ça. Bon, on est attristé par la prostitution des enfants en Thaïlande. Mais
j'allais dire un mot grossier. Mais qui fait quelque chose? Qu'est-ce qu'on attend pour choper les mecs quand ils descendent des avions à Paris et qu'ils arrivent avec les valoches pleines de photos, leurs caméras pleines de saloperies et tout? Au lieu de fouiller des gosses qui reviennent avec un joint ou des gens qui reviennent avec une montre, une imitation de montre Cartier, si on chopait, on peut très bien le faire. On sait très bien que ces gens-là, quand vous voyez un homme seul qui revient de Thaïlande, enfin écoutez, faut quand même pas plaisanter, on sait très bien pourquoi il y va. Dans 99% des cas, pourquoi on le fait pas? Alors il ne faut pas à la fois dire c'est horrible contre la prostitution des enfants et puis ne rien faire contre. C'est très facile. Seulement, si on fait ça, qui on va arrêter? Des éminences. Qui on va arrêter? Ah, alors là, ça va devenir vraiment très très désagréable. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, là, par exemple, l'affaire Dutroux est toujours pendante? Voilà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi... Et le pasteur Doucet. Le pasteur Doucet. Le pasteur Doucet, l'assassin du pasteur Doucet n'a jamais été identifié. Pourquoi le chauffeur d'autobus de... Émile Louis, disparu d'Auxerre, a attendu 20 ans pour être arrêté, alors qu'il fournissait de la chair fraîche aux notables de son coin à des niveaux que vous n'imaginez pas? Et pourquoi le type qui a le sadique qui torturait, qui livrait des handicapés mentaux à des sadiques a été libéré alors qu'il avait été condamné à perpétuité, vient d'être libéré récemment sous prétexte qu'il avait 60 ans, qu'il était malade. Ah oui, ça on peut le dire à Papon. Oui. Voilà. Alors, Michel Lajoie. Un auditeur me dit, dans la grande encyclopédie tome 1, l'illustration des arts de ce pays représente précisément, la rubrique Afghanistan représente précisément les deux grands Bouddhas. Donc, je pense que 50 millions de Français possèdent la grande encyclopédie et qu'ils ont regardé, et ils sont tombés amoureux des Bouddhas d'Afghanistan sur la photographie de la grande encyclopédie qui, à mon avis, doit être à peu près de la taille d'un timbre-poste. Donc, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est curieux que ce soit des Bouddhas qui illustrent l'Afghanistan. C'est un peu comme si pour la France, on illustrait la Grande Mosquée de Paris. Et puis entre nous, comme le disait Philippe Loncard-Dassac, quand on est né dans un pays où le vandalisme révolutionnaire a atteint de tel degré que même un franc-maçon comme l'Abbé Grégoire a fini par se dresser contre ce massacre de patrimonial, quand on est dans un pays où on a construit les colonnes de Buren dans le Palais Royal, où on a construit la pyramide du Louvre sur l'esplanade du Louvre, qu'on a laissé construire la tour Montparnasse au milieu de Paris, et le centre Pompidou en plein marais, on vient pas chialoter sur les Bouddhas d'Afghanistan, dont, je le répète, je me contrefous. Ou, si vous préférez, je me tape le coquillard avec une patte d'alligator femelle. Voilà. Autre chose? Non, pour le moment. Non, rien. Enfin, si. Alors, il faut lire les messages parce que... Attendez, j'explique. Oui. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a téléphoné. Il a d'ailleurs réécrit. Il en a renvoyé un. Alors, il a dit, il faut dire à Jean Ferré de renvoyer les directeurs d'émission qui ne lisent pas les messages. Alors, moi, je vais faire un truc. Tous les messages, attention. Donc, on va lire tous les messages. On va passer 3 heures à lire uniquement les messages. Le problème, c'est que quand on n'aura pas le temps de parler, je ne sais pas sur quoi les messages porteront, mais on verra. Avant la grande explosion, il y a eu une petite explosion. Qu'est-ce que c'était? On en a très peu entendu parler. C'est le départ de la roquette, c'est tout. Pof, boum. La roquette est arrivée dans la tour qui contenait les fameux trucs, qui était d'ailleurs, paraît-il, à midi, j'ai entendu ça à la télé, dans un hangar ouvert à tous les vents. Parce que vous regardez la télé? Oui, monsieur. C'est bien, bravo. Faut que je m'informe. Ça m'étonne pas que vous disiez autant de bêtises en aussi peu de temps. J'en dis peu, professionnellement. C'est quand même curieux que l'entrepôt qui est sauté se trouve à quelques centaines de mètres du quartier du Mirail. Les auditeurs toulousains me comprendront. Attention, là vous risquez un procès. Les habitants du Mirail ils sont doublement scandalisés. Ils sont scandalisés parce qu'ils ont failli être ratatinés par l'explosion, et ils sont scandalisés parce qu'on laisse entendre que peut-être certains jeunes du Mirail pourraient être à l'origine de la chose, alors que chacun sait que les jeunes franco-algériens ne tirent pas de roquettes, sauf à Béziers. Mais enfin, Toulouse-Béziers, c'est pas la même chose. Ça va être... Non, je crois qu'il faut tout de même s'attarder sur ce problème de la haine du monde islamique contre l'Occident. Parce que, bon, c'est un fait. Mais vous savez, je suis médecin. En médecine, quand on constate un fait, c'est-à-dire un symptôme, on essaye de remonter à la cause. Et là, je crois que tant qu'on continuera à faire
de la ratonnade verbale ou parfois physique, on ne réglera jamais le problème. Il faut remonter aux causes. La ratonnade, ça fait un moment qu'en France, ça d'accord, passé. non, mais maintenant elle va être verbale pour commencer. Je crois que si on ne comprend pas que le problème du monde occidental et des Américains en particulier, et par voie de conséquence ses alliés, du fait de leur appui systématique envers Israël, quoi qu'il fasse, ne peut que s'attirer de plus en plus une haine inextinguible de la part du monde arabe. Il faut comprendre ça. Je crois que, déjà en tant que chrétien, c'est une question de bon sens, on doit essayer de régler ce problème de façon équitable entre les Juifs et les Palestiniens. Les Palestiniens ont été évacués par la violence, et quelle violence, en rasant leur village, rasant aussi les cimetières, leurs lieux de culte, sans compter les massacres dans des camps de réfugiés, Chabra et Shatila, on se rappelle de ça. Pourquoi voulez-vous que ces gens nous considèrent d'un œil sympathique et qu'il n'y ait pas une haine croissante contre nous? Il faut tout de même se rendre compte que nous prêtons le flanc à une politique qui n'est pas la nôtre. Je crois que tout le monde doit en être conscient si on veut un jour essayer de démonter le processus. Des messages ? Oui, je trouve que M. Beketch se dévoile comme un intégriste. Un intégriste qui se dévoile, c'est plus un Grosse vilain, intégriste. car il en est presque arrivé à justifier les talibans. Arrêtez de nous bassiner avec le complot de la franc-maçonnerie en France, car sa création a été un bienfait, sûrement plus que la création du Front National. Ça, c'est un argument imparable. C'est-à-dire là, je m'efface parce qu'il n'y a rien à dire. Il y a des je voudrais naïfs simplement même. faire remarquer que si monsieur, vous vous apercevez que je suis intégriste, il faudrait quand même vous êtes tenu au courant depuis un peu plus longtemps que ça, parce que dire qu'aujourd'hui 26 oui, on en reparlera de ça. 26 septembre 2001, je me dévoile comme intégriste alors que ça fait à peu près 20 ans que ça dure. Et encore, je ne compte pas les années de nourrice. Ça veut dire que vous n'êtes pas très attentif. Je suis évidemment un catholique d'extrême droite. Je ne crains pas de le dire. Et assez peu démocrate pour ne rien vous cacher. Ça se trouve comme ça. Parce que j'ai jamais compris comment on pouvait être catholique et démocrate. Sauf, bien entendu, si on me prouve que les apôtres se sont réunis pour voter pour élire Jésus-Christ. Mais pour autant que je sache, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, je ne suis pas démocrate. Je crois qu'il faut un chef à tout pays, et que le chef, il peut être désigné que par le chef de tout. C'est un délégué. Le chef de tout s'appelle le bon Dieu. Il a un délégué qui s'appelle un roi. Voilà ce que je crois. Donc, je suis pas démocrate. Et je suis intégriste, puisque je voudrais que le bon Dieu exerce pleinement ses prérogatives et qu'on les accepte comme telles. Enfin, vous me direz, c'est un débat qui nous sort un peu du sujet des usines à gaz. La fille d'un de nos amis, qui a 15 ans, est restée pendant 2 jours devant la télévision sans aller à l'école pour ne rien perdre de ce qui se passait à New York après les attentats. Elle devait être bien après, parce que, étant donné qu'ils ont passé les mêmes images en boucle, oui, tout le temps, parce que alors là, entre nous, il y a encore une chose qu'on peut dire, c'est que la légende, moi qui regarde CNN là en ce moment tout le temps, la légende de la qualité de la télévision américaine, elle est tombée en même temps que les tours de Manhattan. C'est la plus mauvaise télévision et la plus mauvaise information télévisée du monde. C'est normal, elle a 20 ans d'avance sur nous, alors. Ah, c'est incroyable. Rien, il n'y a aucune information. Quand il y a un reportage, on voit la tronche en gros plan du journaliste, et puis qui parle, il parle, c'est tout. Derrière, on voit vaguement des gens qui bougent. Mais c'est comique même à ce point-là. Ils sont d'une nullité invraisemblable. Serge, à propos de CNN, on pourrait rappeler l'histoire des couveuses au Koweït. Ah oui, bien sûr. Oui, au point de vue des informations et manipulations de l'opinion publique pour l'horrifier une fois de plus et la faire marcher. Oh, il y en a eu d'autres. Oh, bien sûr qu'il y en a eu d'autres. Mais ce sont les procédés de nos chers alliés américains. Il faut rappeler en 2 mots pour les auditeurs qui n'auraient pas été présents à ce moment-là, qu'ils avaient organisé une fausse interview d'une infirmière qui raconte, on voyait une infirmière koweïti qui racontait comment la fille de l'ambassade. Qui racontait comment les soldats irakiens étaient rentrés dans la maternité
de Kuwait City et avait jeté par les fenêtres les bébés arrachés aux couveuses. C'était horrible, elle était en blouse blanche, elle racontait ça avec des sanglots dans la voix, et comme on la comprend. Et après, on a appris que naturellement tout ça était complètement bidon, et que l'infirmière en question n'était pas plus infirmière que moi, mais elle était beaucoup plus que moi, la fille de l'ambassadeur d'Irak aux Nations Unies, je crois. Hein, c'est ça. Tout à fait. Non, c'est la fille de l'ambassadeur du Koweït. Du Koweït, Aux États-Unis. Donc ça, c'est alors. Les gens de CNN ne pouvaient pas l'ignorer. C'est absolument impossible parce que ce qu'ils appellent le senior, c'est-à-dire le journaliste en chef, parce que ça marche comme ça chez eux. Il y a une équipe de journalistes qui est un senior et qui opère en permanence au même endroit. Par exemple, il y a des journalistes à la Maison-Blanche, il y a des journalistes au Capitole, au Pentagone. Ils ne bougent jamais, ils ne font que ça. Donc ils sont de la boutique. Et il y a notamment des journalistes à l'ONU, etc. Et le senior de l'ONU ne pouvait pas ignorer que cette fille était la fille de l'ambassadeur du Koweït. Donc c'est un montage, c'est du bidonnage intégral, et c'est une télévision de menteurs et de tricheurs. C'est pas nouveau. Pour justifier leur intervention, c'est mal fait. Justifier leur intervention au Vietnam, le 2 août 1964, les Américains avaient annoncé que l'armée de terre vietnamienne avait tiré donc à l'obusier sur les destroyers américains Maddox et Turner Joy. Donc le 2 août 1964, et ainsi justifiant l'entrée en guerre des États-Unis contre le Nord-Vietnam. Or, il se trouve que ces bâtiments n'ont jamais été attaqués. Donc c'est pas nouveau. Voilà. On peut remonter aussi à la Première Guerre mondiale. Il y a eu des bobards amusants. Non, on n'en finirait plus. Monsieur de Beketch, enfin, je m'en tape le coquillard. Avec quel une beau patte d'alligator français. femelle. C'est pire. C'est une honte pour Radio Courtoisie. C'est pas joli, ça, sans taper le coquillard. Alors, il y a aussi, je me tape le derrière à la suspension. Il y a de quoi se taper le derrière à la suspension. Je trouve que c'est des jolies formules, amusantes. C'est pittoresque, dirons-nous. Pittoresque. Allons. Peu nous en chaud. Oui, alors je pourrais dire peu chaud. Nous n'avons rien à chaloir. Nous, dans le 19e arrondissement, c'est nous. On peut dire qu'on est vraiment attaqué avec des gros pétards qui sont vendus en vente libre et utilisés en dehors du 14 juillet. Alors, il y a un truc, d'ailleurs, dans France Soir, je pensais à ça tout à l'heure, le type raconte que quand il était à l'école, on leur apprenait, je ne sais pas dans quelle école il est allé, mais on lui apprenait à fabriquer des pétards avec du sucre et de l'engrais. C'était chez Ben Laden, ça? Non, dans une école communale en France. Alors, il fabriquait des pétards, il s'amusait bien. C'est comme ça que les gars de l'OS ont fabriqué leur première bombe, je vous rappelle. Hein. Chlorate de soude. Chlorate de soude, ce n'est pas du nitrate d'ammonium, c'est du chlorate de soude, qu'on piquait dans les piles d'ailleurs. Si je me souviens bien, dans des piles usées. Ça s'achète. Oui, mais il y avait un truc avec des piles usées et du sucre. Et ça pétait. Ouh là là, ça faisait pas que du bruit, je vous le dis. Moi. Donc, je suis quand même étonné que dans François, il y ait tout simplement la recette pour fabriquer des bombes. Hein? C'est ça l'information, Serge. Oui. Ça, c'est pas nouveau. C'est pas ça, vous ne la trouverez pas sur CNN, celle-là. Mon frère mettait je ne sais quoi, une bidouille, je ne sais quoi, dans des petits tubes d'aspirine. On faisait sauter les taupinières. Les taupinières. C'est pas lui qui soufflait dans un petit tube en verre? Quelle horreur. Bon, continuons. Alors, dimanche, à la Grande Borgne, à Grigny, 30 jeunes masqués ont affronté 80 policiers durant 3 heures. Aucune interpellation. Aucun blessé, mais aucune TV au cours de ces 3 heures. 30 contre 80. Même pas un policier interpellé, ça fait désordre. Oui. Mais 30 contre 80, tu vois, les Pandores, ils sont pas très forts quand même, hein, parce que ça fait un peu plus de 2 contre 1. S'ils disent quelque chose. J'ai rien dit. Vous savez qui est député de Grigny? Non. Monsieur Julien Drey. Ah bah tiens. Aujourd'hui. Je dois être indigné parce qu'il est très sécuritaire maintenant. Ah bah oui. Aujourd'hui, évidemment. C'est pas son frère qui est président du Bétard? Je ne fréquente pas cette association sympathique. Je n'ai plus aucun commerce avec elle. Aujourd'hui, Versailles est en tenue de combat. On juge le policier qui a tué Youssef lors d'une course-poursuite avec voiture volée à Mantes-la-Jolie. Grand branle-bas de combat de toutes les associations. C'était Grande tente, rue bloquée, musique arabe, harangue. Si la condamnation n'est pas assez lourde, garez vos voitures et vos vitrines. La CAQ sans le harangue. De toute façon, les hôtels qui rappellent le nom des rois d'Angleterre appartiennent tous à des Arabes. Oui, c'est vrai. Les défenseurs de Bouddha montent au filet. Les Bouddhas, moi, je les ai vus. C'était moins bien que Notre-Dame, mais c'était quand même pas mal. D'accord. La communauté internationale a pleuré leur destruction parce qu'ils représentaient un futur site touristique hollywoodien.
générateur de futurs profits dès lors que les États-Unis auraient mis la main sur l'Afghanistan. Bouddhaland. Voilà. Ah bah voilà. Si c'était pour faire un euro Bouddhaland, il fallait prévenir. Mais alors à ce moment-là, on avait en France, je répète, on avait le mandarin. Plutôt que de le détruire, on l'aurait transformé. Remarquez, un coup de peinture et ça devenait Bouddhaland, euro Bouddhaland. Remarquez, ils peuvent toujours montrer le site, faire un site touristique montrant la barbarie des talibans. Oh, mais ils vont les reconstituer en images holographiques, vous allez voir. Ou en polystyrène expansé. Mais les Bouddhas ne symbolisent pas l'Afghanistan, c'est la civilisation de Sérinde, civilisation commerciale, de la route de la soie de l'époque de l'Empire chinois, Ran ou Ran, je ne sais pas. Civilisation sérindienne sur les ruines de laquelle l'islam a construit l'Afghanistan. Et ben voilà. Et voilà pourquoi votre fille est muette. Bon. Mais non, mais ça c'est intéressant. Dans quel journal, de quel jour, avez-vous lu à propos ce que vous avez raconté tout à l'heure sur l'attentat de Toulouse? Le journal Le Matin, de journal suisse de Lausanne. Et ça doit être l'attentat, c'est de quel jour? Vendredi. Donc ça doit être le matin de samedi ou lundi, là. Ou un chenille comme ça. Le matin de Lausanne, du samedi ou du lundi. Il paraît pas le dimanche? Oh bah, un journal qui parle dimanche en Suisse, ben non, c'est pas possible. Le journal du dimanche, il parle lundi en Suisse. Alors, est-il exact que le roi d'Arabie Saoudite... Bon, les auditeurs suisses, c'est pas la peine de téléphoner, je vous présente toutes mes excuses, je ne le ferai plus. Est-il exact que le roi d'Arabie Saoudite a organisé une cérémonie écuménique à la Mecque pour les morts de New York? Non, c'est certainement pas vrai. Ça m'étonnerait. S'il y a un curé qui rentre à la Mecque, il peut rentrer, mais il peut pas ressortir. Ou alors pas en un seul morceau. On peut le sortir dans des seaux après. Tout à l'heure, avant qu'un de vos invités, je ne sais pas lequel, ne vous coupe la parole, vous alliez nous parler de l'incendie de l'église Sainte-Bernadette à Limoges. Alors, pouvez-vous reprendre le sujet? Oui, l'incendie de l'église Sainte-Bernadette, ça s'est passé de la façon suivante. Il y a un jeune qui avait été repéré par les flics parce qu'il leur faisait ce que les policiers appellent des doigts. Et il leur disait nique ta mère, on va vous faire comme Ben Laden. Alors, ils lui ont fait les gros yeux et il est parti. Et puis, quelques temps après, il y a eu des voitures qui ont brûlé, donc les policiers sont venus, et les gens ont dit, ils viennent de partir, ils sont par là, etc. Et alors, on a cherché, mais sans trop d'enthousiasme, parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver devant le tribunal de Versailles, les policiers, on les comprend. Et à ce moment-là, on les a prévenus que l'église Sainte-Bernadette était en feu. Donc ils y sont allés, et là elle a cramé complètement, et ils ont du coup fait des patrouilles dans le coin, et ils sont retombés sur le jeune qui les avait traités. Et alors ils l'ont arrêté, et ils ont fouillé sa voiture, et il y avait un bidon d'essence dans la voiture vide. Alors ils ont fait une conclusion, c'est Hercule Poirot plus Sherlock Holmes. Ils ont dit, mais Scrognonieux, est-ce que ça ne serait pas notre incendiaire? Donc voilà, ils ont arrêté le gars, qui a quand même pris, il faut le préciser, ça c'est dans le Libre Journal, si ça vous intéresse, il y a un papier qui explique ça bien, il a quand même pris en flagrant délit une peine assez lourde, puisqu'il a écopé de 240 heures de travaux d'intérêt général. Alors vous savez que les travaux d'intérêt général, c'est un truc que les gars ne font jamais. Jamais, absolument. Je posais la question, si vous avez le malheur d'avoir un magistrat dans votre entourage, posez-lui la question, il vous dira, c'est une peine totalement bidon. On n'a jamais vu, sauf le crétin alpha, comme dans mon genre, qui est puni, et qui se présente et qui dit qu'est-ce que je pourrais faire comme travail d'intérêt général, et on lui dit vous allez changer une vitre, et au 14e carreau cassé, on lui dit bon rentrez chez vous, ça va maintenant, ne touchez plus à rien. Mais les jeunes qui sont condamnés, ils ne font rien, ils y vont jamais. Donc voilà ce qui s'est passé. Il paraît que, je l'ai pas vu de mes yeux, mais il paraît que l'église Sainte-Bernadette, elle est ratatinée pour le compte. Voilà ce qui s'est passé à... Mais on nous dit qu'en plus de Sainte-Bernadette... Il y a Sainte-Bernadette, il y a Sainte-Thérèse également, Rennes, à Rennes, oui. Et puis une église à Levallois-Perret dans un quartier populaire. Oui. Il ne faut pas trop fréquenter les églises de la conciliaire, c'est tout. C'est comme ça que vous échapperez aux incendies. Parce que je vous dis, vous n'avez qu'à aller à Saint-Nicolas, là vous êtes tranquille. Le temps qu'ils approchent, les gars vont trouver un mur de curés en soutane, costaud comme l'abbé Cellier. Bonsoir monsieur l'abbé, vous allez avoir la parole maintenant.
Vous voulez qu'on passe un peu de musique pour bien montrer que vous n'êtes pas là, vous êtes pris en otage en réalité Non, dans une émission politiquement incorrecte dont vous ne partagez ni les vues ni les valeurs. J'ai encore deux petits messages sur les... J'ai eu le malheur d'acheter un appartement avenue Simon Bolivar en face des buts de Chaumont dans le 19e arrondissement. Voyons, sans arrêt des femmes voilées qui vont faire leurs courses à Belleville. Et juste après les attentats, il y a eu un bombage. À bas la France, vive les Arabes, nique la police. Mais c'était un alphabétisé celui-là, parce que d'être capable d'écrire autant de mots, il fallait quand même... Ah bah, il a écrit BAT, mais enfin... Bon. Ah bon, d'accord. Je suppose que ça a été transcrit. On parle beaucoup des talibans comme d'un repoussoir. À bien regarder, notre régime n'est pas bien différent pour le matraquage des libertés. Les méthodes sont différentes, mais les résultats sont les mêmes. Vous savez, moi, les talibans, je m'assois dessus, comme disait... C'est pas vilain, ça, non? C'est tout, bon. Alors, monsieur Labessélier, je ne sais pas si vous avez une ligne directe avec le Saint-Esprit, mais en tout cas, vous venez de faire un coup de maître pour un éditeur, directeur de journal. C'est que le numéro de Fidélitaire qui sort là, et qui est qui est sorti depuis une semaine. Qui est sorti début septembre. Début septembre, donc il y a 3 semaines. Le titre, c'est Face à l'islam. Voilà, donc c'est qui est-ce qui vous a prévenu? Ben Laden? Non, je n'ai pas d'amitié particulière pour Ben Laden, et j'aurais préféré effectivement que le numéro ait moins de succès, enfin disons ait autant de succès mais sans la cause que nous connaissons. Mais de fait, nous avons sorti début septembre d'une part un gros dossier de 60 pages sur l'islam, et d'autre part un livre de Madame Perrol sur les pentes, donc le combat des catholiques au XVIe siècle contre l'islam et la victoire de l'épante. Donc vous n'allez pas me raconter que c'est du hasard, ça. Non, c'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. C'est tout simplement que je pense nous touchons un problème tellement essentiel qu'on tombe juste. Hein. C'est qu'effectivement nous sommes actuellement. C'est une des menaces graves qui menace notre civilisation et encore plus notre Église, notre foi. C'est vraiment l'islam qui est en train de monter, l'islam qui est en train de prendre de la force, et qui est d'autant plus en train de prendre de la force que la chrétienté s'affaiblit, que la foi baisse, que la conviction religieuse se détériore, et donc l'islam est un danger. Mais je vous arrête tout de suite. Vous ne faites pas l'amalgame surtout. Hein. Pas dans cette émission, justement, nous ne faisons pas l'amalgame, dans la mesure où, effectivement, nous ne disons pas que tous les musulmans sont des terroristes. Ça, c'est clair. D'autre part, notre dossier est religieux. Notre dossier n'est pas politique. Ce n'est pas notre angle d'attaque. Mais nous disons que tous les musulmans sont dans l'erreur. Car nous disons que l'islam est une erreur. Et cela, si vous voulez, dans toutes les discussions, on nous dit oui, il faut distinguer entre l'islam, l'islamisme, etc. Et personne ne veut aborder la question fondamentale, celle de la vérité. Et la vérité, c'est que l'islam est une erreur, et que toute erreur engendre le mal. Parce que lorsqu'on est dans l'erreur, eh bien, on agit en fonction de cette erreur, et l'action sous l'emprise de l'erreur, c'est le mal. Et donc, ne serait-ce que par exemple le type de paradis que promet le Coran et la façon dont on peut y arriver justifie les actions terroristes, etc. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans font du terrorisme, mais ça veut dire que dans le Coran, les terroristes ont trouvé des fondements à leur action. Bon, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais j'ai quand même le souvenir de quelques circonstances où l'Église a béni des batailles. Les combattants qui montaient au feu. Oui, mais attention, la guerre est une chose essentiellement différente du terrorisme. La guerre, c'était quelque chose de cruel, de très difficile, de sanguinaire, etc. Mais c'est lorsqu'il y a deux pays, n'est-ce pas, qui se disputent sur un point, et que toute possibilité de se mettre d'accord sur le droit devient impossible, et bien il faut bien régler d'une façon ou d'une autre, et la guerre à ce moment-là, mais elle est encadrée, et en tout cas l'Église a toujours essayé de l'encadrer par la paix de Dieu, la trêve de Dieu, pour essayer de réduire ces dimensions les plus cruelles et les plus horribles. Mais c'est tout à fait différent d'un acte de terrorisme qui, lui, vient, je dirais, sans aucune règle, de la façon la plus odieuse et la plus barbare. Mais Saint-Augustin justifiait pas le tyrannicide dans certains cas ?
Ah, le tyrannicide, c'est encore tout à fait autre chose. Une forme de terrorisme, ça. Non. Si on est du côté du tyran, on dit c'est des terroristes. Si on est du côté des terroristes, on dit c'est des résistants. Attention, le tyrannicide, c'est saint Thomas qui a longuement étudié ça, et saint Thomas donne des conditions pour le tyrannicide, et il donne, je dirais, 2 conditions essentielles. L'une, c'est qu'effectivement le tyran nuise gravement au bien commun, au point qu'il faut faire quelque chose. Et l'autre, qui est souvent, qu'on oublie souvent, nous dit saint Thomas, c'est que l'action de tuer le tyran, ou en tout cas de le mettre hors d'état de nuire, ne doit pas entraîner plus de mal que la présence même du tyran. Donc, si vous voulez, le tyrannicide, c'est un cas extrême d'autodéfense d'une société qui est en train de se faire détruire par un méchant, mais encore une fois, c'est tout à fait encadré parce que c'est la porte ouverte là aussi à ce que n'importe qui fasse n'importe quoi. Et on le voit là, en l'occurrence, puisque même d'un point de vue islamique, il est évident qu'il y avait dans ces tours un certain nombre de musulmans, c'est clair. Donc, même là, si vous voulez, il tue de façon indistincte, de façon n'importe comment et de façon cruelle. Il semblerait d'ailleurs à ce propos que j'ai lu ça, c'est donc probablement pas vrai, mais enfin je le dis quand même, que les terroristes aient consulté des mollahs, ou enfin non, pas des mollahs, des oulémas, des docteurs de la loi islamique, avant leur acte, pour obtenir une autorisation spéciale, une fatwa, autorisant à tuer des musulmans dans certaines circonstances, si il devait en sortir un bien commun, un bien supérieur pour l'islam. Mais c'est encore une fois ce que notre dossier de fidélité 143 essaye de manifester. Notre dossier, si vous voulez, se déploie dans deux directions. Première direction, montrer que l'islam est dangereux, et qu'il est dangereux fondamentalement par l'erreur qu'il représentait, une erreur religieuse, parce que les modernes croient toujours que c'est la politique qui est importante et que les idées métaphysiques et religieuses sont anecdotiques, alors que c'est le contraire. La religion a toujours guidé le monde, la conception du monde explique notre pays et notre civilisation, et la conception islamique explique la civilisation islamique et la pensée, le mode Et donc, l'erreur religieuse que représente l'islam est une chose extrêmement dangereuse, et le deuxième point de nos dossiers, qui est bien illustré par le livre de Madame Perrol sur les pentes, les guerrières du Christ, c'est que il est possible de résister à l'islam, il est possible de gagner contre l'islam, et la bataille de l'Épante l'a montré, et cette victoire se fait par une foi ardente. Et ce qui menace notre pays, ce n'est pas l'islam, c'est la déchristianisation, c'est l'affaissement de la foi chrétienne. Autant où la chrétienté était puissante, nous avons été sans cesse confrontés à l'islam dans des conditions très difficiles, nous avons toujours gagné. Et non seulement nous avons gagné, mais ce pays héroïque et exemplaire qu'est l'Espagne, en 8 siècles, a été le seul pays du monde, pays chrétien, à mettre dehors l'islam. Il n'y a pas d'autre pays où l'islam se soit implanté et où l'islam a été expulsé que l'Espagne avec la foi catholique. Mais si on continue dans cette déchristianisation et cette perte de la foi et cette perte des convictions chrétiennes, eh bien, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, notre pays passera à l'islam pas par des attentats. Il passera à l'islam parce que les gens se convertiront à l'islam et que c'est un danger grave qui nous menace. Et c'est ce sur quoi nous voulons éclairer. Il y a un danger grave, ce danger d'ordre religieux, notion de vérité et d'erreur, mais il y a une réelle capacité, parce que l'Espagne a été conquise presque complètement, il restait juste quelques petits fortins dans les montagnes, et c'est à partir de la foi ardente de ces chrétiens que on a réussi à reconquérir l'Espagne. Et quand je dis une foi ardente, il y a quand même un fait qui est quand même exceptionnel dans cette reconquista, c'est que les musulmans ont fait transporter à dos de chrétiens les cloches de Saint-Jacques de Compostelle pour les emmener je ne sais où dans une de leurs villes. Et 300 ou 400 ans après, quand cette ville a été reconquise, les chrétiens s'en souvenaient et ont fait reporter les cloches de Saint-Jacques de Compostelle à dos de musulmans jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, il y avait cette foi ardente, puissante, accrochée à ses convictions qui a gagné. Et c'est ça que notre dossier veut montrer, c'est qu'on ne pourra résister à l'islam. Et il y a un danger religieux, pas terroriste. On pourra éventuellement, je dirais, se prémunir contre le terrorisme, mais on ne peut pas se prémunir contre le passage à l'islam de nos sociétés qui nous menace si
la foi défaille, parce que tous les pays qui ont été submergés par l'islam étaient d'abord des pays qui avaient défailli dans la foi. Et nous sommes en train de défaillir dans la foi, et si nous ne réagissons pas d'un point de vue religieux, l'islam va nous submerger, parce que l'islam croit à son erreur, mais croit à sa religion, et est en train d'avancer par sa conviction puissante. C'est ça qui est très difficile d'ailleurs à faire passer. Quand on dit vous semblez justifier les talibans, évidemment pas, je justifie pas les talibans, c'est même pas une question. Mais en tant qu'homme, en tant que croyant, et en tant que, j'ose pas dire le mot, combattant, c'est pas vraiment ça, mais quelqu'un qui essaye de résister à l'affaissement général, je suis obligé de dire que j'ai du respect pour des gens qui mettent leur peau au bout de leurs idées, quels qu'ils soient. Je préfère quand c'est des gens de chez nous qui le font. Mais si c'est un ennemi, c'est pour ça que je trouve absolument répugnant cette attitude qui consiste à souiller son ennemi, comme a fait Bush quand il a dit les lâches. Je vois pas ce qu'il y a de lâche. Moi, je trouve que s'il y a... Je pose la question, qu'est-ce qui est le plus lâche? C'est de bombarder une ville depuis une forteresse volante qui vole à 12 000 km d'altitude, ou de se jeter avec son avion contre un objectif en sachant qu'on va mourir en accomplissant ce qu'on considère comme sa mission. Ça ne veut pas dire que j'approuve la mission, ça ne veut pas dire que j'approuve les gens qui font ça, mais je veux dire, ça n'apporte rien de dire que ce sont des lâches. Il faut considérer que ce sont des gens qui au moins ont des convictions, ils les expriment, et ils les expriment d'une façon définitive. Et c'est nous qui nous abaissons en les traitant, en les souillant, en salissant leur mémoire. On peut dire, si on vous arrête, on vous tuera, parce que vous êtes des ennemis dangereux, mais si vous mourrez au combat, on rendra hommage à votre courage. C'est ça, un esprit de combattant. Disons que dans la façon dont ils agissent, dans cette façon convaincue et mettant effectivement leur vie jusqu'au bout, ils nous donnent des exemples, mais, et c'est cela qu'on veut montrer, au départ, ils sont dans l'erreur, et c'est parce qu'ils sont dans l'erreur qu'ils aboutissent à des actions qui sont fondamentalement malhonnêtes, fondamentalement désordonnées, fondamentalement... Effectivement, elles sont très choquantes, mais au départ, c'est l'erreur de leur religion qui explique l'erreur disons, le mal, le péché qu'ils commettent, parce que c'est effectivement un péché en soi de tuer des innocents de façon comme ça, c'est clair. Alors, permettez-moi d'interrompre et d'intervenir, est-ce que ce n'est pas un petit peu de notre faute à tous, et notamment des Américains? Est-ce qu'on leur laisse le choix des moyens? Je sais pas, je peux pas. Je crois que si chacun restait chez soi tranquille, mais oui, tout le monde chez soi, exactement. Voilà, tout le monde chez soi, exactement. Il y a une phrase que je demande il y a une phrase que je pense qu'il faudrait méditer au sujet justement des relations très complexes au Moyen-Orient entre le monde musulman et le monde juif et ses alliés. Il y a une phrase que je voudrais qu'on médite, notamment pour la question des Palestiniens. Quand on a tué l'espoir, il ne reste que la haine. Exactement. Et nous allons tous en être victimes, si on ne fait pas machine arrière. On vous redonne la parole, monsieur l'abbé, mais est-ce qu'il y a des messages Oui. Sans vouloir agresser quiconque, on ne peut que constater le côté morbide avec lequel on parle tous les jours de l'actualité sur Radio Courtoisie. Que certains semblent se délecter sous prétexte de journalisme de l'hypothétique fin du monde, c'est leur problème. Mais à la longue, cela devient inaudible, car c'est tous les jours la même chose sur cette radio. Oui, mais là, il faudrait s'entendre, parce que moi, je veux bien faire une émission sur la culture des olives en Basse-Provence, mais quand j'essaye de faire ça, on m'engueule parce que je parle pas de l'actualité, et quand je parle de l'actualité, on m'engueule parce que je parle pas d'autre chose. Alors, voilà, c'est simplement... Il y a 3 heures par jour qui est consacré très directement à l'actualité, c'est le Libre Journal. Et par conséquent, le reste du temps, c'est autre chose. Cet auditeur pourrait aussi s'adresser aux médias anglo-saxons, et américains notamment, qui eux font du catastrophisme actuellement à longueur d'émissions. Oui, mais lui, il les lit pas, il les écoute pas, il a bien raison d'ailleurs. Oui, il écoute Radio Courtoisie probablement. Est-ce que ce qui dérange cette personne n'est pas que l'on essaye justement à Radio Courtoisie de démontrer ce qu'il y a derrière certains événements? Non, je crois pas. Je crois qu'effectivement, ce qui le dérange, c'est qu'en ce moment, il y a une actualité forte et que tout le monde en parle. Et ce que je trouve, moi,
pour avoir écouté quelques émissions qui ne sont pas la mienne, d'ailleurs la mienne je n'écoute pas, je peux pas, mais pour avoir écouté d'autres émissions, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, quand il dit que c'est toujours la même chose, non justement, c'est radicalement différent. C'est-à-dire que si vous comparez l'émission que je fais ce soir avec l'émission que Reichmann a fait, c'est hier je crois, vous allez quand même avoir beaucoup de mal à trouver des points communs, hein. C'est vrai qu'on emploie les mêmes mots, mais pas tout à fait dans les mêmes acceptions. Pourriez-vous nous éclairer sur le paradoxe suivant ? Votre combativité, au moins verbale, contre les islamistes, je vais y arriver, en France, et votre soutien systématique aux pays arabes. C'est une question non avenue, parce que j'ai fait aucun soutien systématique aux pays arabes. Et quant à la combativité au moins verbale, je comprends bien ce que vous voulez dire, cher auditeur, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Que je prenne un fusil et que je descende dans la rue ? Évidemment, mon arme, c'est ma parole ou ma plume, donc c'est de ça que je me sers. Moi, je suis pas, je n'ai ni la formation, ni les qualités, ni les connaissances pour faire ce que je souhaite, c'est-à-dire organiser le retour au pays de tout le monde, y compris les habitants du Larzac, qui voudraient. J'entendons-nous bien, je ne veux pas déporter les gens du Larzac de force dans le Larzac. Mais ceux qui voudraient, les Français qui veulent rentrer dans leur province, je trouve qu'on devrait les y aider. Et les étrangers qui ne veulent pas rentrer chez eux, je trouve qu'on devrait les y contraindre. Voilà, pour être parfaitement clair, ce que je veux dire de la question. Maintenant, pourquoi je parle plus des immigrés en France qu'à l'étranger, parce que à l'étranger, c'est comme les Bouddhas, je m'en fous, vous voyez, c'est tout, ça m'intéresse pas ce qui se passe à l'étranger. Ça m'intéresse pas du tout, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait 300 millions d'Arabes en Arabie et dans les pays arabes. Mais pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait 500 millions d'Africains en Afrique, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait 250 millions ou 300 millions d'Américains en Amérique. Je les trouve extrêmement sympathiques, je les aime beaucoup. Il m'est arrivé d'aller en vacances en Afrique, j'ai trouvé que les Africains étaient des gens adorables. En Afrique, c'est très 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 bien. Je suis très content. Je suis comme Jeanne d'Arc qui aimait les Anglais chez eux. Voilà. Mais chez moi, j'en parle parce qu'il y a des gens qui sont chez moi et je trouve que parmi ces gens, il y en a qui ne se conduisent pas d'une façon qui me satisfait. Vous voyez, si j'ai un voisin maghrébin qui il fait ce qu'il veut chez lui, c'est pas du tout mon affaire. Mais s'il vient manger chez moi, ou maghrébin ou chinois ou n'importe quoi, et qui se conduit mal, je le prendrai par la peau des fesses et je le reconduirai sur le palier. Voilà. C'est tout. Mais ce qu'il fait chez lui, ça m'intéresse pas une seule seconde. À propos de tolérance, je signale que tous les lecteurs du Coran ne sont pas des terroristes, de même que les lecteurs de l'Évangile ne sont pas tous des saints. Ça, c'est sûr. Hélas. Mais nous, attention, nous n'avons pas dit que le Coran produit le terrorisme. Nous avons au contraire dit que la plupart des musulmans ne sont pas terroristes, c'est que c'est une petite. Mais qu'il y a dans le Coran de quoi justifier le terrorisme. C'est quand même deux propositions tout à fait différentes, hein, et que le Coran est une erreur religieuse et que de l'erreur religieuse produit le mal. Et il n'y a pas que seulement ce mal, parce que la polygamie est un mal, parce que l'abaissement des femmes est un mal, et qui n'est pas du terrorisme. La polygamie, c'est pas seulement un mal, c'est aussi une imbécilité. Voilà. Ça, c'est une autre chose. Je vais peut-être signaler. Oui, on va prendre J'en ai plus qu'un seul ou deux. Savez-vous si les partisans de l'abolition de la peine de mort vont élever de vigoureuses protestations devant les exécutions annoncées des organisateurs du massacre de New York? Non, je sais pas, mais je serais bien surpris. On peut peut-être demander à M. Badinter de signer une pétition. À propos, je signale que le livre de Maud-Marin est sorti. Il est intitulé « Que messieurs les assassins commencent » et il est de soin. Je ne vous dis que ça. Alors, serait-il possible que Fidélitaire fasse des tirés à part de tous les dossiers sur l'islam? Suggestion à Monsieur Labessélier. En tout cas, nous venons de retirer le numéro pour le mettre à la disposition, puisqu'il a été totalement épuisé, pour le mettre à la disposition de tous ceux qui voulaient cet important dossier. Comment vous faites tous des trucs épuisés. Moi, il n'y a que moi qui suis épuisé. Fersan, son livre est épuisé, votre livre est épuisé. Philippe Plancard-Dassac, votre bouquin sur le nationalisme, il est en bonne voie, mais peut-être que j'en avais tiré plus au départ. Voilà. Je sais pas comment. Nous, de fait, on n'avait pas prévu qu'il y ait les attentats. Bon, alors moi je signale que le Libre Journal n'est pas épuisé, je le dis. Non, mais il est disponible, le tirage arrive demain, donc alors, demain matin. Les renseignements, on a le temps, Franck, pour les renseignements techniques. Vous avez 1 minute, après je donnerai la parole, après la coupure, à Philippe Plancard-Dassac qui a 2 annonces à faire. Alors donc, Fidélitaire numéro 143 face à l'islam, et Huguette Perrol, Les Pentes, les galères du Christ. On peut se procurer ça à Clovis,
boîte postale 88 91 152 Étampes, téléphone 01 69 78 30 23, ou bien à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e à Paris. Et je signale que le père Antoine Moussali, qui fait 2 grands entretiens et qui a fait un article, grâce à nous d'ailleurs, dans le Figaro, puisque le journaliste Figaro nous a demandé l'adresse du père Moussali, donc il dédicacera ses livres sur l'islam le samedi 29 septembre de 11h à 15h, notez bien les heures, de 11h à 15h, à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Donc le père Antoine Moussali, tous ses livres sur l'islam, le samedi 29 septembre de 11h à 15h, à la librairie France Livre. Rendez-vous dans 2 minutes. Merci Philippe Montarbasac. Henri Fersan, votre livre a été épuisé. Oui, donc vu que la potion thérapeutique a été épuisée, j'ai fait un 2e tirage. Alors ce sera le 2e et dernier tirage. Il n'y aura pas de 3e tirage. Donc on n'est pas fontaine. Voilà. Donc les gens qui veulent se le procurer peuvent écrire aux publications Henri de Fersan, boîte postale 18 63 670 Le Cendre, en 2 mots, et le prix du livre est de 234 francs, franco de port. Le Cendre, c'est C-E-N-D-R. Comme de la cendre. Poisson, non, c'est de la cendre de cigarette. Je pourrais dire un tout petit mot. J'ai eu un certain nombre d'adhérents qui m'ont téléphoné suite à l'émission du 4 juillet. Monsieur Non, mais terminé d'ailleurs, je ne veux plus en revenir, mais enfin, je veux tout de même que les gens sachent pourquoi. Bon, apparemment, j'ai été insulté, tout le monde, vous-même, vous en avez parlé. Je ne vais pas répondre par l'insulte, je pense que ce que ce monsieur a dit, déjà suffit pour le définir. Mais je m'étonne tout de même que quelqu'un qui avait prétendu répondre à mon argumentation politique se décide. Je n'ai rien d'autre à dire. L'affaire, pour moi, est terminée. Bien, alors, je signale quand même que moi aussi, je fais un journal qui s'appelle le Livre Journal de la France Portuaise, dont l'adresse est 4 Place Francis, 75 010 75 010 Paris. Il est très intéressant, mais vraiment, il est remarquable, je dois dire. Je peux le dire parce que j'écris assez peu dedans, maintenant, j'ai plein de petites mains, et je vous conseille de le lire, de vous y abonner, et vous pouvez le commenter. Là, cette semaine, enfin, le numéro que je boucle ce soir, il y a quand même quelques papiers, notamment une révélation sur Ben Laden. Alors, ça, je ne vous le dirai pas, parce qu'il n'y a pas de raison de vous montrer ce cadeau, il faudra l'acheter, sinon ça s'appelle une révélation. Mais ça, c'est le scoop du siècle. Alors, on peut dire que moi-même, j'ai failli tomber de mon cul quand je l'ai vu. Donc, matin que le journal, matin que 4 Place Francis, oh là là, 75 010 Paris. L'abonnement est de 700 francs, le prix du numéro est de 30 francs en timbre, 10 francs à 3 francs, non, 10 timbres à 3 francs et non pas 10 francs à 3 timbres. Petite annonce. Je rappelle donc que le samedi 29 septembre, le père Antoine Moussali dédicacera ses livres sur l'islam à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, de 11h à 15h. Oui, donc ils viennent bien de 11h à 15h parce que le père Moussali est en traite, travaille le dimanche, cette même il est obligé de rentrer à Amiens où il est dans une paroisse, donc il partira à 15h. Donc ce n'est pas les dédicaces ordinaires qui sont plus tardives, c'est de 11h à 15h, samedi prochain. Et le MNR vous invite à sa fête de Poitiers avec Bruno Maigret le dimanche 30 septembre. 11h rassemblement sur le site de Michel à Bataille, 12h30 déjeuner sur les stands à Beaumont et à 15h30 discours de Bruno Maigret également à Beaumont. Pour tout renseignement, 01 56 56 64 34 ou 06 60 57 08 47. C'est tout. Et bien voilà, donc l'auditeur qui tout à l'heure réclamait un peu moins d'actualité sanglante et un peu plus de choses agréables va être servi, puisque nous recevons maintenant Cécilia avec ses petites fleurs, ses arbres en pot, ses jolis livres qu'elle ne veut jamais lui donner. Ah, mais oui, tu parles. Ça vous attendre. Et sa jolie invitée. Voilà. Bonjour madame. Donc, je vais vous laisser, je vais vous écouter quand même. Chers auditeurs, bonsoir. Peut-être semaine prochaine, c'est pas sûr. En tout cas, que Dieu nous garde.